quand on parle du développement du pouvoir d'agir, on parle du développement du pouvoir d'agir des personnes et des communautés. Je vais vous l'expliquer un petit peu pourquoi par la suite. Le but principal du pouvoir d'agir, c'est la restauration du mouvement. C'est un peu le lien que je voulais faire avec notre définition de la santé mentale, où on parlait toujours que la santé mentale, hein, c'est en lien avec la capacité d'être en mouvement. Hein, c'est la capacité de jongler avec les différentes sphères de notre vie. Donc, la définition du développement du pouvoir d'agir, vous allez toujours voir le DPE, puis c'est possible que ce soit ça que je vous dise là, quand je vous parle. C'est un processus par lequel les personnes accèdent ensemble ou séparément à plusieurs possibilités d'agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. Ce qui est important de comprendre, je pense, ce qu'on veut entendre quand on lit cette définition-là, ce qu'on veut vraiment voir, c'est agir sur ce qui est important pour les personnes. Donc, c'est une approche où on met vraiment l'emphase sur la demande de la personne. Le DPA, tantôt je vous disais, c'est la réponse, c'est la mise en mouvement des collectivités et des personnes. Puis on disait, dans cet esprit-là, c'est une réponse aux sciences sociales en crise, dans l'optique où certaines sciences sociales répondent aux difficultés des personnes en disant il faut combler les carences des individus. Et on a de l'autre côté la vision du grand soir où certaines personnes associées plutôt à d'autres approches vous diraient mais écoutez, c'est la société qui a tendance à rendre l'individu dépendant de ses actions. On voit ici comme une espèce d'opposition entre deux visions. Le DPA, lui, il se veut une vision qui ferait un lien entre ces deux approches-là. Quand on parle du DPA, le seul but, le seul objectif, c'est de sortir de l'impuissance par la restauration du mouvement. Puis quand on vous dit ça, ce qu'on entend vraiment, c'est que la souffrance, c'est pas uniquement défini par la douleur physique, ni même la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire, ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. Ça, c'est Paul Ricoeur. Je vous rappelle que dans les moments d'impuissance dans votre vie, à il y a eu un moment où vous avez eu l'impression de ne plus être capable d'avancer. Et ça, pour cette approche-là, c'est ça qui serait le plus souffrant pour l'être humain. C'est cette impossibilité-là d'agir. Donc, toujours dans cet esprit-là, on va dire, ce qu'on s'attend, c'est avoir des résultats concrets qui vont être liés à une cible de changement retenue par les personnes concernées. Puis là, on dit, pour ce qui est important pour elles. Et ce qu'on s'attend, c'est d'avoir une transformation au quotidien. De façon simple, on va dire que la transformation, le but qu'on espère atteindre, c'est une transformation cœur, corps, tête. Hein. C'est une transformation de la personne dans son entité. Dans les fondements du DPA, on va dire la compétence. On vous a parlé de l'origine de la souffrance, mais la compétence, c'est la compétence des personnes. On croit que les personnes ont cette compétence-là de se remettre en mouvement avec l'aide de quelqu'un. Les critères de succès, hein, c'est définitivement cette capacité-là d'être en mouvement. Concrètement, là, je vous ai parlé vraiment plus du côté théorique de cette approche-là. Concrètement, quand on fait l'expérience, parce que avant tout, c'est expérientiel, le développement du pouvoir d'agir, c'est qu'on va demander aux gens dans nos groupes de trouver un irritant récurrent. Un irritant récurrent est un aspect de la réalité quotidienne qu'on aimerait modifier une fois pour toutes, mais qui se manifeste plus ou moins régulièrement sans qu'on ait trouvé le moyen de s'en affranchir. Alors, vous pouvez penser à votre vie, à des choses qui se répètent, des choses face auxquelles vous sentez. Quand on dit que ça se répète, c'est là qu'on se sent impuissant. Hein? Donc, c'est des moments, des événements, des façons d'agir par rapport auxquels on se sent impuissant. C'est essentiel de toujours, dans l'approche du DPA, on va penser que les gens sont les experts de leur vie. Fait que c'est toujours important de valider avec la personne concernée
parce que c'est elle qui est experte de sa réalité. On peut bien accompagner une personne, même si on ne la connaît pas, car c'est la personne qui est devant nous qui a la connaissance. Donc, ce qui est important, c'est d'entendre la demande de la personne. Qu'est-ce qui, elle, la dérange? Qu'est-ce qui, elle, a besoin de changer? On disait dans notre cours, cela est un beau problème, mais avez-vous l'intention de le changer? Non. Donc, c'est vraiment le but de l'individu qu'on veut entendre. Oups, excusez-moi, ça m'arrive de revenir sur mes... donc, ce que je vous disais, c'est ce qu'on espère de la personne qui intervient en DPA, c'est d'être comme un jardinier. On se dit, le jardinier ne fait pas pousser les légumes, hein, les légumes poussent seuls. Les individus sont capables par eux-mêmes, mais avec eux, on installe les conditions pour que ça puisse se produire. Puis, si on a installé des appuis, on les jette après parce qu'on considère que les individus sont capables par eux-mêmes de se développer, de changer et d'atteindre ce mouvement-là. Donc, ce qu'on se dit, c'est la réalité de la personne qui compte. Personne ne change les choses qui n'a pas besoin de changer. Hein? Donc, si pour vous, ce n'est pas un problème, clairement, vous n'allez pas vouloir le changer. Si le meilleur exemple, c'est, hein, on connaît tous des gens qui ont fumé longtemps, puis on leur a dit, vous devriez arrêter de fumer, c'est pas bon pour votre santé. Personne ne va arrêter de fumer s'il n'a pas l'intention de changer, puis il ne voit pas le besoin. Donc, c'est la personne qu'on aide qui doit être l'actrice. C'est elle seule qui sait ce qui est bon pour elle. C'est elle qui vient avec sa demande. Donc, les principaux acteurs doivent être la personne elle-même et les principaux acteurs autour d'elle doivent être consultés parce que c'est eux les experts de la situation. Une autre chose qu'on considère importante dans le DPA, c'est que même si une situation nous apparaît identique à une autre, elle pose un problème différent pour chacun qui la vit. Et ça nous met dans une position comme personne aidante où on change notre paradigme. C'est ça, on parlait tout le temps, voilà une solution fort intéressante, mais à quelle demande correspond-elle? Alors, c'est une solution bien intéressante d'arrêter de fumer, mais si la personne, c'est pas ça son but, puis elle vient vous voir pour autre chose, ça ne fonctionnera pas. Au DPA, il est important de changer de posture. Hein? Quand on parle de l'aidant dans le DPA, on va parler de quelqu'un qui est ni sauveur, ni policier, mais qui a une position de passeur. On s'attend à la personne qui est aidante d'être un allié stratégique. Ce qui veut dire que le passeur va respecter le rythme de la personne. Le passeur en DPA est à côté de la personne. Et comme intervenant, on s'attend de lui à ce qu'il ne tire pas, à ce qu'il ne pousse pas, mais qu'il avance vraiment avec la personne et à côté d'elle. C'est-à-dire qu'on a vraiment plus une image de quelqu'un qui tient le flashlight, hein, puis qui éclaire le passage, et non quelqu'un qui pousse l'individu pour arriver à un endroit où il tire pour l'amener avec lui. Donc, on parle vraiment, hein, on oublie le mot prescrire, mais on parle d'aller avec ce que la personne veut. C'est sûr que pour l'aidant, des fois, ça peut être difficile parce que ça nous amène à nous questionner sur nos compétences. Hein. Si c'est pas moi l'expert, si c'est pas moi qui sais, à quoi je sers? Mais le rôle du professionnel en DPA est de démontrer aux personnes accompagnées qu'elles savent et qu'elles ont les solutions en eux. Vous allez dire, moi je lis ça, hein, puis je vous parle, puis en même temps je me dis, mais écoutez, on a entendu ça dans plusieurs approches, oui, mais ce qui est particulier à l'approche du DPA, puis on va le voir un petit peu plus loin, c'est que pour en arriver à cette position-là, à cette vision-là, on va avoir une méthode claire et par étapes.
On ne se contente pas juste d'avoir un cadre, mais on a aussi une façon de faire quand on interagit à partir du DPA. Donc, on a des étapes. L'identification du problème, hein, faire différencier ce qui est un problème puis une difficulté. Le problème, c'est pas une application de solution. On sait aussi que le problème est rarement unidirectionnel. Dans le DPA, on considère que le problème est toujours ici et maintenant et qu'il ne réside pas dans nos représentations. Enfin, on doit toujours être capable de le formuler en termes concrets. Donc, quand on parle d'identification du problème, la première condition de réussir une démarche de changement réside dans la nécessité d'avoir une idée claire et précise de ce qu'on veut changer. Donc, la définition du problème, c'est primordial dans l'approche du DPA et ça nous permet de trouver un ancrage, c'est-à-dire quelque chose qui est assez solide sur lequel la personne va être capable de s'appuyer pour vouloir changer puis pour entreprendre son changement. On va parler du premier pas, hein, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est à partir d'un irritant récurrent, on va en arriver à une situation où on va dire qu'est-ce qui est vraiment le problème? Hein? Dans ce qui vous dérange présentement, qu'est-ce qui vous pose réellement problème? Parce que parfois, il y a des choses qui nous irritent, mais le problème se trouve ailleurs. Fait qu'on on va partir de cet irritant-là toujours, puis on va définir avec précision ce qui va poser problème à la personne. Donc, la première question à se poser, c'est quel est le problème? Hein? Mon irritant récurrent, c'est, et c'est pas vrai, d'avoir un employé qui arrive toujours 5 minutes en retard. Hein? En quoi ça me pose problème? On ne peut pas répondre à la clientèle. Ça peut être un problème. Donc, à partir de ce qui nous irrite, on va aller chercher ce qui est vraiment la difficulté qui se cache en arrière de ça et sur lequel on pourrait avoir du pouvoir. Donc, c'est quelque chose qu'on peut changer, qui est possible à court, moyen ou long terme. Alors, je vous disais, un problème, c'est pas une difficulté. Une difficulté, c'est une condition qui ne peut être évitée ou modifiée par mon initiative. Par exemple, on disait le fait d'avoir perdu un être cher ou de vivre avec un handicap qui est peu réversible. Hein? Moi, mon père était aveugle. Alors, le handicap, c'est une chose, mais souvent, le problème, pendant une longue période, c'est qu'il n'était pas capable de lire le courrier. Donc, qu'est-ce qui est le problème à ce moment-là? Qu'est-ce qui lui pose problème dans cette situation précise-là? Donc, il faut différencier la difficulté, qui est une condition, le handicap, hein, être aveugle, avec le problème qui est « je ne suis pas capable de lire mon courrier ». En DPA, on passe beaucoup de temps pour s'assurer que le problème est formulé de façon à ce que ce soit une réalité tangible sur laquelle on ait du pouvoir. Le problème n'est pas dans l'application d'une solution. Hein? Souvent, les gens vont nous arriver avec leur solution. Je n'arrive pas à cesser de fumer ou je n'arrive pas à cesser de me chicaner avec mon conjoint. Ce qu'on veut, c'est trouver le vrai problème sur lequel on pourrait déjà entamer une démarche. Le problème est rarement unidirectionnel. Donc, on s'intéresse à ce qui pose problème et puis souvent, la situation en elle-même n'est pas un problème. C'est cette situation-là va amener comme problème à la personne qui la vit. Donc, c'est toujours ici et maintenant. Hein? Les problèmes sont comme les instants, ils se présentent à nous un à la fois. On ne peut agir que sur la situation présente et sur un problème à la fois. Fait que, si je veux ouvrir, si je veux ouvrir la porte là-bas, je dois commencer par regarder mes pieds et faire des pas avant de tourner la poignée. Donc, c'est tout le chemin entre
ici et le problème qui est là-bas. On va toujours aller chercher avec la personne le plus petit pas proximal. Hein? Regarder ses pieds et commencer à marcher. Le pas proximal, c'est donc identifier le problème le plus immédiat et aussi le pas qu'on est capable de faire, hein, qui est possible. Puis c'est important de ramener la définition du problème à des actions concrètes. Ça doit toujours être formulé dans le langage de la personne qui nous parle. Puis, c'est à partir de ça qu'on va être capable d'avoir une cible de changement et d'établir le premier pas, le pas proximal, ce qui se dit vraiment difficilement. C'est le premier pas qu'on est capable de faire en direction de cette cible de changement-là. Donc, pour terminer, le problème doit toujours être ciblé en termes concrets, hein, comme je vous disais. S'il s'agit d'une problématique assez large, comme lutter contre la pauvreté, la cible de changement doit être très concrète. Faire en sorte qu'aucun élève de la région ne commence sa journée sans avoir pris un bon petit déjeuner. Et puis je trouve que cette cible-là nous parle beaucoup à nous qui travaillons en santé mentale, puis avec lesquels on est souvent confrontés à des déterminants sociaux de la santé qui ont un impact là, sur les personnes. On se dit par où on commence ça? C'est de quelle façon on peut aborder des grandes difficultés comme ça? Fait que même si on a l'impression d'avoir plein de problèmes en même temps, le seul sur lequel on est capable de composer concrètement aujourd'hui, c'est celui qui nous empêche d'agir. Donc, c'est toujours ici et maintenant, puis on ne peut pas agir autrement qu'ici et maintenant. Bon, les besoins et la demande, bien, l'intervenant peut nommer des besoins, c'est sûr. Hein, la personne aurait besoin de soutien, la personne aurait besoin des besoins alimentaires, mais c'est la personne qui fait la demande. Puis, selon le DPA, puis ça, c'est ma phrase favorite, c'est « Tout enjeu est légitime du simple fait de son existence ». Donc, il ne faut pas déterminer le problème selon ce que nous, on perçoit, mais bien voir le problème concret qui se pose ici et maintenant. Par exemple, accompagner un proche aux prises avec le cancer et penser que ce qui lui arrive est terrible, alors que ce qui préoccupe la personne en ce moment, c'est pas tant son état psychologique que sa façon d'entretenir sa maison. La femme, travailler avec une femme qui est en rupture puis se dire un divorce c'est difficile, moi j'ai eu beaucoup de peine, mais que finalement le problème de la personne c'est comment est-ce que je vais être capable de me rendre à mon travail parce que finalement j'ai plus de voiture. Alors je vous remercie.